Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Unibet Clubhouse, ton émission sur les grands événements du sport, cap cette semaine sur l'un des sports les plus populaires outre-Atlantique. Oui, bien sûr, on va parler de basketball, mais surtout d'un événement exceptionnel qui démarre tout doucement, les playoffs en NBA. Et pour ce faire, eh bien, on est avec d'abord notre Thomas Général Thomas. Comment ça va? Général Thomas, tu me l'as jamais sorti celle-là. Thomas Général Thomas, ça c'est évidemment pour les... Je vais très bien, je suis content de pouvoir parler d'un sport que j'ai pratiqué pendant 10 ans, même si je préfère le foot, mais voilà, c'est cool quand même. C'est vrai, ça on ne le signale pas assez. On a un vrai spécialiste cette fois-ci. Thomas vient avec le sourire en chroniqueur pour parler d'un sport qu'il aime. C'est magnifique. On espérera qu'il fera autant lorsqu'on parlera de cricket. Bien sûr, ce sera important. Compliqué. Et puis à côté, bien sûr, on a un spécialiste, un commentateur aussi pour Eleven Sports, qui est le diffuseur de la NBA en Belgique. Maxime Dôme est avec nous. Comment ça va, mon Max? Ça va très bien. C'est un plaisir d'être avec vous là ici pour ce Clubhouse. On a déjà parlé un petit peu de basket. S'il a joué, j'ai bien envie de jouer en 1 contre 1, voir un peu ce que ça donne là. Ça fait un moment là. Je préfère jouer au paddle ensemble. Paddle, ça me va aussi moi. On va tester une séquence après. On verra un peu si c'est possible ou pas. On verra. On va en discuter avec la prod si c'est possible. On le fera avec grand plaisir. En attendant, on va tout de suite démarrer bien sûr dans le vif du sujet. Et pour se donner un petit warm-up comme ça, pour se chauffer un peu avant d'aborder vraiment les questions par rapport à la NBA. C'est quoi l'image justement de la saison régulière qui t'a le plus marqué, Max? L'image qui m'a le plus marqué, j'en ai une qui me vient en tête tout de suite, c'est LeBron James, le King, qui passe Karim Abdul-Jabbar, donc pour le record de points inscrits en carrière. On pensait que c'était un record qui allait jamais être battu. Et puis le King l'a fait et il lui reste encore quelques saisons, donc il va non seulement le battre, mais il va exploser un record qu'on pensait imbattable, donc un record qui sera imbattable normalement. Et en plus de ça, j'ai eu l'occasion de commenter ce match pendant la nuit, donc de vivre un petit peu. On a l'impression de participer à l'histoire quand on commente ça, donc c'est vraiment l'image qui m'a marqué. Un bon moment, c'est certain. T'avais passé un bon moment en direct à l'antenne. Oui, clairement. En plus, on est là sur Eleven en direct, on est avec les fans, on interagit et vraiment on assiste à un moment d'histoire, quoi. C'est quelque chose qui je me suis projeté un petit peu dans le futur et je me suis dit c'est quelque chose que je pourrais peut-être raconter à mes enfants, à mes petits-enfants, genre tu vois lui là le LeBron James j'ai commenté son record en carrière. Donc on est sur greatest of all time, on est vraiment sur le GOAT ou pas? On en avait parlé, c'est un débat qu'on avait eu notamment lors de la première émission qu'on avait fait en NBA avec Duke Chomba. Bien sûr. Qui est bien sûr une personne qu'on aime beaucoup et que tu connais aussi très très bien. Et lui était plutôt justement dans la discussion pour le fait d'accepter ça. Il disait oui, non, LeBron James, j'accepte le statut de il a dit ça. Ouais. Je pense que le GOAT c'est un débat, c'est la même chose dans le foot. Le GOAT c'est très générationnel. Ouais. C'est-à-dire que les enfants des années 80 vont parler de Jordan, les enfants des années 90 vont peut-être même parler de Kobe. On parle de LeBron pour l'instant. Il y a des gens qui vont venir parler de Curry aussi, des grands fans de écoute, des Warriors. Pourquoi pas, parce qu'il a quand même battu le record à 3 points et il pourrait s'en rapprocher. Il lui manque encore quelque chose, je pense, pour arriver dans ce cercle-là, pour manger à cette table-là, hein, comme on aime bien cette analogie pour l'instant. C'est très générationnel. J'ai pas envie de m'avancer sur ce débat du GOAT parce que j'ai pas envie de me faire d'ennemis. Mais si Duke l'accepte, je peux aller dans son sens aussi. Thomas? T'as peur de lui ou c'est comment? Il est grand, Duke, hein? Tu vas dans le sens de Maxime pour le parler de LeBron ou pas? Comme il dit, c'est que ça ressemble un peu au foot, mais si Ronaldo, c'est un peu difficile de comparer. Ouais. Mais pour pas avoir de problème ni avec lui ni avec notre précédent invité, je vais les suivre. Ok, ça va, pas de souci. Mais c'est vrai que c'est un long débat qu'on pourrait avoir, d'autant que le basket a énormément évolué avec le temps, que le basket de Michael Jordan n'est plus du tout celui celui qui était évidemment le feu Kobe Bryant, et puis bien sûr celui de maintenant avec toujours LeBron James. D'ailleurs, il va jamais s'arrêter en fait. Il a décidé de jamais prendre sa retraite en fait. 38 ans, on a l'impression qu'il joue comme un gamin de 20 ans. Il est en train de donner la leçon à chaque fois aux rookies. Non, mais c'est un mec qui, on peut le comparer justement à Ronaldo. Il a pris soin de son corps dès le début de sa carrière. Il a commencé très très tôt. Il est sorti du collège, il est arrivé en NBA, il a détruit tout le monde.
Il continue à marcher sur la ligue. C'est un gars qui est très clivant, hein. Soit on l'aime pas, LeBron James, j'ai l'impression. Plus les années avancent, mais un peu comme un Zlatan. Oui, un peu comme Ronaldo aussi. Il y a des gens Ronaldo, qui détestent Zlatan, Cristiano Ronaldo. C'est des gars qui prennent soin de leur corps et qui peuvent être un petit peu prétentieux tellement ils sont forts en fait. Et un petit peu comme Zlatan, Ronaldo, LeBron. Et donc moi j'accepte ça. Et justement, on parlait de Jordan. Il vient de lâcher une petite interview de Jordan où il dit que dans sa era à lui, donc dans son l'ère Jordan, il voit 4 joueurs qui auraient pu prester, dont LeBron. Ah bah voilà. Donc quand même, respect. Si c'est le GOAT qui valide le GOAT, voilà, c'est ça. Je pense à on dit un real recognize real, donc une fois que t'es reconnu par Michael Jordan, c'est bon, je crois. Ouais, vrai reconnaît vrai, ça peut le dire aussi en français. C'est vrai. Ça va très très bien. J'ai ce côté un peu américain. Mais c'est normal, c'est un carry, voilà. En fait, c'est Maxime Domi from Vegas, you know, it's fine. On va bien sûr commencer par débattre ensemble grâce au que oui que non. Vous connaissez un petit peu les règles, donc soit oui, soit non, et puis derrière, ça enclenche un débat. Tout d'abord, je vous demanderai seulement de répondre par l'un ou l'autre. On démarre tout de suite avec seulement 2 défaites contre les gros sur les derniers matchs de la saison régulière. Les Bucks de Milwaukee sont-ils imbattables cette saison? Que non. Non. Oh non. Non. Ok. Meilleur joueur de la saison, Giannis Antetokounmpo, gagnera-t-il son 3e trophée MVP au terme des playoffs? Oh que non. Non. Ok. Les Boston Celtics pourront-ils embêter les Bucks durant les playoffs? Oh que oui. Bien sûr que oui. Pour le coup, c'est... En plus de ça, on a cette chance que cet homme revient de Boston. Donc il a vécu, il a senti la graine de ce qui se passe chez les Celtics en direct. Donc il pourra nous en dire encore plus par rapport à ça. Justement, les Bucks, bien sûr, on a pris le temps de regarder ce qui s'était passé durant la saison régulière. Ils ont été impressionnants, sauf que après ça, il y a eu pas mal de défaites qui se sont enchaînés. On a eu bien sûr une défaite lors du premier match face aux Heat de Miami, et avant ça il y avait quand même une défaite face aux Raptors de Toronto et des Grizzlies de Memphis. Maintenant il y a eu une victoire. Au moment où on se parle, c'était jeudi encore pour faire un point partout face aux Heat. Qu'est-ce qui se passe du côté des Bucks? Ce qui se passe du côté des Bucks, c'est que c'est le favori. Ils doivent commencer doucement, un petit peu comme un diesel avec Budenholzer. On connaît ça. Ça commence doucement. Pas oublier que pendant le premier match, Giannis s'est blessé au dos. C'est quand même un gros facteur. Ils ont été chercher le deuxième match sans Giannis, sans leur star. Donc là, ils ont envoyé un vrai message. Les Bucks sont favoris pour sortir le Heat, mais attention quand même justement à cette Giannis dépendance, même si là ils ont prouvé qu'ils peuvent battre le Heat sans lui. On sait que sans Giannis, et c'est un petit peu parfois le souci de cette superstar dépendance, ça peut leur poser des soucis. Ouais. Alors justement, ils ont été battus face aux Golden State Warriors durant la saison régulière 125-116 et face aux Philadelphia 69ers. Donc c'est quand même des gros. C'est pour ça que je parlais des gros durant la saison régulière. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces défaites et des points faibles justement des Bucks qu'ils doivent parfaire pour assumer ce statut de favori, Maxime? Ouais, donc contre les Phillies, c'est les Sixers, c'est les 76ers. Ouais, 7-6, c'est ça. 76. Ah ouais, 79ers, sûrement avec le anglais, c'est ça, mais bon. Ah ouais, je suis italien, moi, qu'est-ce que vous voulez? Le plus facile avec Philly, c'est de dire les Sixers, mais c'est vrai que ces défaites, bon, après, en fin de saison, parfois, ça veut pas dire grand chose parce que une fois qu'ils ont composté leur ticket pour les playoffs, on laisse un petit peu au repos les superstars, les autres choses comme ça. Donc parfois il faut pas trop se fier à la fin de saison régulière, mais quand même au niveau des Bucks, on a vu quelques faiblesses. Notamment ils ont une très bonne défense, mais ils ont pas la meilleure attaque. On parlait de Giannis parfois de loin, même s'ils se basent beaucoup sur leurs 3 points, ils ont quand même une bonne réussite à 3 points, je crois autour de 36%, mais je la trouvais pas fameux comparé aux autres équipes. 10e au classement, quand tu prends le classement de toutes les équipes, ils sont 10e pour une équipe
favoris, je trouve ça quand même assez peu. Après, ils tentent beaucoup plus que les autres aussi. C'est ça. Donc c'est le pourcentage, il faut prendre avec des pincettes. Mais c'est vrai que ça pourrait être un peu mieux. Mais après, c'est pas leur plus gros point faible. Ouais, c'est ça. J'allais vous demander sur quel point sont-ils friables. Peut-être le domaine à 3 points. Non, ça reste quand même un domaine où ils sont performants. Les turnovers pour moi et les lancers francs. Les lancers francs, c'est catastrophique le pourcentage réussite. Exactement, les lancers francs, et on en reparlera peut-être tout à l'heure quand on parlera de Giannis MVP. Au lancer, c'est une équipe qui est pas encore assez constante, et surtout en play-off, c'est là où on doit être irréprochable. C'est une équipe qui doit faire mieux là-dessus, qui doit aussi jouer sur leur défense. Ça va être un des points faibles, surtout la défense dans la raquette, avec Giannis, avec Brook Lopez. Brook Lopez qui a été l'un des candidats aux meilleurs défenseurs de l'année. C'est un mec qui a réussi à transformer son jeu. On l'appelle la montagne outre-Atlantique. Donc ouais, les Bucks ils font partie des favoris clairement, parce que il faut le signaler, c'est la meilleure défense de la saison régulière. Donc c'est leur point fort, c'est une des meilleures défenses de la saison régulière. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure défense, mais clairement ils ont les arguments pour faire le taf en défense, et surtout pour arrêter les superstars adverses. Et c'est là qu'ils peuvent faire la différence. Ouais. Et dans le match, justement, dans ce départ donc des playoffs face aux Heat de Miami, tu as pu regarder un peu les matchs. Qu'est-ce que tu en retires, justement, quelque part de la défaite, mais également de la victoire qui a eu lieu ce jeudi? Lors de la victoire du Heat, le Heat shotait à 60%. Donc ça, c'est énorme. Et le Heat a ils ont quand même pas une très bonne attaque cette saison offensivement. C'était vraiment pas toujours ça. Ils se reposent très fort sur Jimmy Butler. Voilà, qui est l'homme Rome clé quelque part. Butler, c'est le franchise player, c'est la star du Heat. C'est un mec qui est constant. Il vient d'ailleurs de battre pas de battre un record, mais il a rejoint le cercle des Jordan, des LeBron James et des Will Chamberlain, si je dis pas de bêtises, au niveau des playoffs. Mais mis à part Jimmy Butler, il y a beaucoup d'inconstance du côté du Heat. D'accord. Ils ont fait un gros match. Ils ont surpris un petit peu les Bucks, qui étaient aussi un petit peu déboussolés avec cette blessure de Giannis. Giannis rentre au vestiaire dans la tête des Bucks, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train de perdre Giannis pour la série? Ils ont réagi dans le deuxième match sans leur superstar. Et là, ils leur ont donné une leçon clairement niveau défensif, comme on en parlait. Non, clairement. Mais moi, ce qui m'avait interpellé lors du premier match, c'est que justement Giannis n'avait pas joué à cause d'une blessure au dos, et ça avait semé le doute du côté des Bucks. Mais quand tu vois qu'ils ont remporté sans Giannis, ça prouve que c'est une équipe qui peut aussi jouer sans Giannis et remporter les matchs. Ça va nous permettre de faire je dirais la transition vers le débat 2, mais vraiment c'est une question qui m'intéresse. Toi, par exemple, Maxime, t'es inquiet par la blessure de Giannis? C'est vraiment par rapport aux Bucks, c'est je dirais une phase décisive, un moment décisif pour eux, avec ou sans Giannis, c'est pas la même chose? Ah, mais sans Giannis, leurs rêves de titre peuvent s'envoler carrément. Oui, clairement, parce que là, on parle du Heat, donc ils doivent passer ce premier tour. Mais après, quand tu vas devoir te farcir les Sixers et surtout les Celtics, sans Giannis, c'est fini, c'est terminé. Si Giannis se blesse, c'est fini. Attention, parce que si Middleton, si Holiday ou si Brook Lopez se blesse, c'est aussi très compliqué. C'est ça aussi la NBA, c'est que parfois il suffit d'une blessure assez grave pour que toute une saison soit mise en danger. Et Giannis, sa blessure, pour répondre à ta question, elle m'inquiète pas trop, parce les rayons, la radio qu'il a fait était négatif, donc il devrait revenir. Et pour la première série de playoffs, c'est pas trop un souci, je pense, de se passer de Giannis. Tu rejoins ouais, non, Maxime? complètement. Après, comme il disait, c'est les hits. Quand ils vont devoir passer aux autres, ce sera plus compliqué. Moi, j'aimerais juste revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au lancer franc. Je vais rebondir là-dessus, parce que la stat, elle est quand même incroyable. C'est seulement 74% de réussite, et c'est avant-dernier du classement de toutes les équipes de la NBA, pardon. Donc, je trouve ça quand même assez criant. Ouais. Et c'est surtout Giannis qui fait descendre enfin, pas que lui, mais il a une très mauvaise moyenne au lancer franc. Ça a été un problème pendant longtemps. Après, donc, comme on le disait par rapport aux 3 points, ils en ont beaucoup plus que les autres aussi. Donc, faut toujours prendre ces statistiques avec des pincettes. Exact. Mais là, ils sont quand même avant-dernier, donc c'est quand même assez gros quand même.
Bon, considéré quand même comme le meilleur joueur de la saison régulière avec des statistiques en moyenne de 31,5 points par match, 11,9 rebonds et 5,5 assists. Giannis Antetokounmpo gagnera-t-il son 3e trophée MVP au terme des playoffs? D'abord, bien sûr, on écoute Adjay Mitchell qui est un jeune liégeois qu'on salue, bien sûr, que tu as eu l'occasion d'avoir en interview, qui est un mec absolument exceptionnel, super sympa. On l'embrasse, c'est le joueur belge de Santa Barbara Gaucho, qui a été MVP de la conférence Big West, hein, c'est ça, la saison dernière. Voilà, on vous laisse bien sûr avec notre ami AJ. On va écouter son pronostic pour le trophée de MVP cette saison et derrière on en débat. Yo, c'est AJ Mitchell, meneur à Santa Barbara. Donc la question qui m'a été posée, c'était est-ce que Giannis va être MVP cette saison? Pour moi, non. Je pense qu'ils vont le donner à Embiid. Ils ont tous les deux une très bonne saison. Jokic aussi a une super saison. Mais je sais pas, j'ai un petit feeling que cette année, ça va être pour Embiid. Je pense que les trois le méritent un peu, mais si je devais choisir, je pense que ça serait Embiid, juste parce que il a eu une super saison encore une fois. Donc on verra comment ça se passe, on verra ce que la NBA décide, mais j'ai un bon petit feeling pour Embiid. Voilà, Embiid, Joel Embiid. Bien sûr, on remercie AJ encore une fois qu'on félicite, qui a de nos espoirs. Hein. Promising talent. Clairement, un des grands talents qui arrive là et qui arrive très très fort. Faut le suivre. Ouais, en plus, un meneur comme ça, c'est assez exceptionnel. Moi, j'adore les meneurs. Je trouve qu'ils ont toujours une attitude spéciale. Il y a dans le basket quelque chose, en tout cas chez les meneurs, une forme de personnalité qui se dégage, qui est assez belle, parce que forcément, ils ont beaucoup le ballon et voilà. C'est un joueur en plus de ça qui réfléchit beaucoup, très intelligent en plus. AJ, quelqu'un qui est un jeune en soi en plus, donc en plus de ça, un jeune de la région de Liège, donc étant liégeois, on lui fait bien sûr plein de gros bisous. Non, mais sur ce débat, c'est intéressant. Lui, il voit Joel Embiid. Tu es d'accord ou pas? Le trophée de MVP cette saison, c'est compliqué. Ouais. Je pense que c'est Embiid qui va le gagner parce que la NBA n'a pas envie de le donner 3 fois de suite à Jokic. Moi, je penserais plus l'inverse. Okay. Mais méritoirement, je pense que Jokic devrait l'avoir. La saison qu'il fait, il est quasiment à un triple-double de moyenne. Donc pour les non-initiés, c'est minimum 10 points, 10 rebonds et 10 assists de moyenne. C'est arrivé 5 fois dans l'histoire, 4 fois par Russell Westbrook, 1 fois par Oscar Robertson, pour la petite anecdote. Il est proche de ça. Il a joué beaucoup plus que ses deux concurrents, Giannis et Joel Embiid, qui ont un peu moins joué de matchs, 63 et 66 matchs sur 82. Jokic, tu parlais justement d'AJ Mitchell, du fait de sa personnalité. Jokic, son basket, c'est de l'art. Okay. Ce qu'il fait sur un terrain de basket, c'est de l'art. Et il passe aveugle, tout ça. C'est monstrueux. Mais comme il est pas athlétique, impressionnant et qu'il l'a déjà gagné, peut-être que ça va aller vers Embiid. Mais en tout cas pas à Giannis. Ça c'est une certitude. Le Luka Modric de la NBA quoi. Ouais, ben c'est ça. Ah bah oui, en plus ça finit comme X. Mais oui, voilà. C'est ça exactement. Non mais voilà, ouais. En écoutant la très belle description de Maxime, j'ai tout de suite eu Modric en tête parce qu'effectivement quand tu vois Modric tout frénétique comme ça, il a pas l'impression d'y toucher, clairement. Le mec il récupère tous les ballons, il est à la passe, etc. C'est une très bonne comparaison, je trouve. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal. Thomas, tu voulais réagir? Bah moi c'est plus Jokic et ce serait dommage s'il pense comme il disait. Ce serait dommage qu'il le donne pas parce qu'il a déjà remporté 2 fois. Enfin, si on pense comme ça. On doit, ouais, tu penses vraiment que les mecs qui décident de qui va être MVP ont ça en tête? Ouais, ils ont ça en tête. C'est politique à ce point-là? Les Américains, il y a eu beaucoup de politique, et puis ils sont rentrés dans des débats un peu bizarres, dont j'ai pas trop envie de parler sur Jokic, Embiid. Okay. Il y avait un peu de favoritisme envers Jokic apparemment. Mais bon, je pense vraiment que c'est 3 fois de suite, il y a beaucoup de storytelling aux US. Et donc 3 fois de suite, on s'ennuie un peu, autant le donner à quelqu'un. Il y a parfois un peu de ça côté US, mais même si il reste assez objectif, je suis pas en train de dire que c'est subjectif, mais je sais que vu le storytelling et vu qu'ils aiment bien changer un petit peu parfois le cours de l'histoire de la NBA, ça m'étonnerait pas que ce soit Embiid.
qu'il le mérite. Je suis pas en train de dire qu'il le mérite pas. Bien sûr, Et Thomas. Jokic, c'est un joueur un peu plus complet aussi, je pense, Ouais. juste par rapport à ses triples-doubles. Ça prouve qu'il est vraiment partout sur le terrain et je trouve que ça mérite justement ce titre de MVP. Et il est monstrueux. C'est le Jokic, joueur le plus il est complet de la monstrueux. saison. Ah, mais il est Donc c'est lui qui monstrueux. devrait l'avoir. Il y a pas débat. Ouais, il est Enfin, il y a débat, monstrueux. Il est monstrueux sur la continuité, en fait. Parce que lui, il a beaucoup plus joué. Il est, dans tous les secteurs du jeu, il est là. Il marque moins de points que les autres. Je crois qu'il est 25e parce qu'il a 24,7 points de moyenne en saison régulière, là où les deux autres sont à plus de 30 points. Donc c'est là où on parlait de ce show à l'américaine. On a envie de le donner, ce trophée, à un mec qui marque des points, à un mec qui claque des dunks, qui marque des 3 points. Jokic, il fait pas ça. Parce que lui, il sublime ses coéquipiers. Et c'est pour ça que pour moi, il le mérite. Les Nuggets ont le meilleur bilan. C'est grâce à lui. Mais Embiid le mérite aussi, hein, je suis d'accord avec AJ. Donc, c'est vraiment un débat sur lequel, pour une fois, ça va être, je pense, il va y avoir un vrai débat du côté des votants. Ouais. Mais je vais plus du côté de Jokic. Mais justement, c'est intéressant parce que donc tu parles de Jokic, on parle de Joel Embiid. Le centre de la question à la base, c'est Giannis. Ouais. Et on s'éloigne complètement. Ça veut dire que pour vous, vraiment, il est passé complètement à cause de sa blessure, peut-être complètement à côté. Mais est-ce que on peut se remettre de cette blessure-là, espérer bien sûr que ses coéquipiers passent l'écart, demi, pourquoi pas, arrivent en finale des playoffs et être très bon dans cette compétition-là, en finale et choper le trophée comme ça? Non, il faut plus de régularité. Mais le trophée MVP, il va l'avoir pour la saison régulière. Ok. Donc là, ce qui va se passer maintenant en playoffs, ça n'aura aucune importance. Donc il pourrait potentiellement être en course. Il est en course. Okay. Il est en course. Je crois qu'il va avoir des votes. Il va clairement avoir des votes parce que ça reste un freak. Mais il a joué. C'est là où je voulais appuyer, c'est qu'il a moins joué que les autres. Et au niveau des stats, au lancer franc, aux 3 points, il est vraiment moins fort que les deux autres. Les deux autres ont été un petit cran au-dessus de Giannis. Et pour moi, ils sont un peu au-dessus du freak. Troisième, on le met troisième. Ouais, troisième. Pour moi, c'est Jokic, Embiid, Giannis. Ouais. Jokic en 1, Jokic. Embiid en 2, et alors Giannis en 3. Bah voilà, désolé Giannis. On a essayé de plaider ta cause ici parce qu'on t'aime beaucoup, mais malheureusement. Je dis ça en mode il va regarder l'émission. Tu ne récolteras pas les suffrages. Intrinsèquement, ça reste le meilleur. Ouais. En termes de qualité pure, voilà. Moi je trouve qu'il est exceptionnel. Enfin, voilà. Ouais. Dans le débat 3, on a dit qu'on allait parler des Boston Celtics. Eh ben ça tombe bien parce que et voilà, il y a une petite surprise qui est arrivée comme ça sur le plateau en préparant l'émission. Il y a un homme qui allait justement à Boston. Il est allé sentir l'odeur du parquet, voir un petit peu comment ça se jaugeait. Dis-moi mon Maxime, toi qui, avant de démarrer sur cette question, toi qui as été justement humé ce qui se passait là-bas, tu en ressors avec quoi par rapport aux Boston Celtics? Bon, alors j'ai vu le dernier match de saison régulière, donc j'ai vu aucun des starters, aucune superstar, mais j'ai eu l'occasion d'aller au TD Garden. Voilà, c'est ça. L'ambiance, elle est folle. Voilà, le TD Garden, peu importe qui est sur le terrain, c'est incroyable. C'est vraiment une ambiance qui est atypique en NBA. C'est le meilleur public de NBA, je pense. Et ils peuvent s'appuyer. Il y a quelque chose qui se passe en fait à Boston. Ok. Ils sont passés très proches la saison dernière. Ils ont un banc, une rotation exceptionnelle. Et on sent qu'ils peuvent le faire avec ce public, au TD Garden, avec les superstars qui sont focus. En fait, c'est quand on parle de cette alchimie. Ça fait combien d'années qu'ils ont plus été champions? Les Celtics, la dernière c'est 2008, si je dis pas de bêtises. Avec, oui, d'accord, ok, 15 ans. J'espère pas dire de bêtises, mais avec Kevin Garnett, Paul Pierce, Rajon Rondo. C'est juste, ça ferait 15 ans. 15 ans, c'est incroyable. L'équipe la plus titrée de NBA. Ils sont passés très proches. Il y a eu des hauts, des bas, et là ça fait quelques années avec l'éclosion de Tatum, Brown et compagnie qui sont très très proches. Avec les finals notamment perdus face à Golden State. Qui est redevenu vraiment une grande équipe d'NBA. C'est redevenu véritablement une franchise
qui peut aller décrocher le titre. Ouais. Et donc justement, pour en venir à la question, et forcément je vais la poser à toi Thomas, est-ce que les Boston Celtics vont pouvoir embêter les Bucks durant les playoffs? Ah mais ça, il y a aucun doute, ça je réponds à 100%. De toute façon, on l'a vu dans les confrontations directes cette saison, il y en a eu 3, dont ont été remportées par les Boston. Et une, c'est vraiment, si je me trompe pas, je pense que c'était 99-140, donc il y avait quand même une sacrée différence. Ah oui, ok. Et non, les Boston, ils ont une très bonne équipe, comme il parlait justement de 2 joueurs, et ces 2 joueurs que je voulais souligner aussi, c'est Brown et Tatum, tu vois, c'est 2 gros joueurs de Celtic, et s'ils gardent leur niveau et qu'ils jouent à leur niveau, leur meilleur niveau en gros, je pense qu'ils peuvent décrocher ce titre de NBA. Ils ont gagné leurs 2 premiers matchs des playoffs face aux Hawks. On n'a pas l'impression que c'est un adversaire compliqué à jouer pour les Celtics. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus, toi, chez eux? Chez les Hawks, ou qu'est-ce qui ne m'impressionne pas qu'est-ce qui ne m'impressionne pas chez les Hawks, ou qu'est-ce qui m'impressionne chez les Celtics? Les Hawks, on s'en fout. On en parlera demain. Mais je parle bien sûr des Celtics. Leur profondeur, leur roster, ils ont un banc. Ouais, c'est ça, en plus d'avoir un 5 monstrueux, ils ont un banc exceptionnel. Ils ont vraiment tout pour aller au bout, comme je le disais. Et en plus d'avoir 2 superstars avec Tatum et Brown, ils ont un Al Horford qui a un QI basketball exceptionnel, qui est qui est un vétéran maintenant et qui arrive défensivement à être présent, offensivement à faire le taf. Ils ont Marcus Smart, l'un des meilleurs. Ouais. En plus d'être smart, Marcus, c'est un chien de garde. Pas comme Pat Beverley, hein. Attention, ne les mettons pas dans les mêmes le même bateau. Marcus Smart, c'est un vrai chien de garde qui est l'un des meilleurs défenseurs de NBA. En fait, en saison régulière, les Celtics, ils ont la 2e meilleure attaque et la 2e meilleure défense. Point. Et c'est pour ça qu'ils peuvent aller au bout. Mais c'est quoi qui fait la différence par rapport aux années précédentes? Est-ce qu'il y a un surplus mental chez eux cette saison qui fait que tu y crois plus pour le titre? Il y a ça. Parce qu'ils ont su se relever de l'affaire Udoka, donc il y a leur coach qui a été viré en début de saison, remplacé par Joe Mazzulla, donc un coach rookie. Ils ont réussi à se relever de ça. Ils ont montré une consistance et une constance en saison régulière qui va vraiment jouer en leur faveur. On sent que les superstars sont fit, tout le monde est fit, tout le monde est là. Ils ont tous les assets et donc tu sens qu'ils peuvent pas te choquer à la moindre difficulté, quoi. Non, c'est ça, ils peuvent franchir tous les obstacles, et on a justement sur Eleven avec les commentateurs, on a fait un petit peu nos brackets, comme on appelle ça, donc c'est faire un petit peu les prédictions. Tu le feras pour l'Unibet Clubhouse aussi, on t'écoute. Avec grand plaisir. Eh bien, tout le monde a mis les Celtics au bout. OK. C'est ce qui t'a... Ouais, mais c'est ce que tu dis aussi. C'est un feeling, quoi. Ils sont plus fit, ils ont un banc, ils ont tous les atouts pour y arriver. Par exemple, les Bucks, là, pour l'instant, ils ont Giannis de blessé. Donc, ils sont pas à 100%, tu vois. Donc, ça peut jouer surtout dans un sprint final comme les playoffs, c'est important. Ouais. Et sorry. Non, vas-y, je t'en prie. Si les deux se rejoignent en finale de conférence, là, qu'est-ce qu'on va s'amuser? Parce que là, ça va être un débat, un combat physique, mais aussi tactique entre Mazzulla et Budenholzer. Ça va être monstrueux. Je voulais juste dire 2 petits mots sur les Sacramento Kings. Pourquoi? Parce que les Kings, ils sont de retour après 17 ans d'attente. Mais oui. Et c'est quand même sympa. Et que pour le début, leur début en playoff, ils ont 2 joueurs qui ont fait plus de 30 points. C'est Aaron Fox, je pense, ouais. Et Malik Monk. Voilà, Malik Monk. Impressionnant quand même. Tu les attendais à ce niveau-là de basket là? En début de saison ou au playoff? Non, quand tu démarres la saison, tu les vois jouer. Quand tu démarres la saison, personne ne voit les Kings aller en playoff. Personne ne voit les Kings aller en playoff. Ah, moi, je le sentais, les gars, vraiment. Ouais. Très belle équipe. Très belle équipe. Absolument pas. C'est Tom Moore. J'ai le fan. Le nez fin, pardon. Non, je pense que y a vraiment pas beaucoup de spécialistes qui pouvaient les voir aller jusque là. Ils ont fait un très bon trade. Il y a eu beaucoup de discussions. Donc, il y a Sabonis qui est arrivé à Liberton, qui est parti du côté des Pacers. On se disait, tiens, est-ce que ça va marcher ce duo Sabonis-De'Aaron Fox? Et finalement, ouais.
Et finalement, ouais. Et à Sacramento, il s'est passé, c'était la folie dans le stade. Je parlais du TD Garden, mais là, à Sacramento. Même les spectateurs, ils s'y attendaient pas. Mais il devenait fou. Il proposait le basket le plus offensif de NBA. Ils étaient là. C'est spectaculaire, en fait. Ils étaient spectaculaires avec un De'Aaron Fox qui vient de gagner le premier trophée de l'histoire du Clutch Player of the Year. Donc, c'est le gars qui était le plus décisif dans les 5 dernières minutes des matchs. De'Aaron Fox, monstrueux, Sabonis, le rookie, enfin, comme tu dis, Malik Monk, ils étaient tous là. Ils mènent 2-0 face aux champions en titre, face aux Warriors, pour l'instant, à l'heure où on parle. Ouais, la très belle surprise de l'année, ouais. Et donc, du coup, parce que forcément, ça nous donne envie d'être rêveur, parce que dans ton panneau, là, tu les as pas mis, je suppose, au départ de la saison, mais pour les playoffs. Mais là, maintenant, qu'est-ce que tu sens, là? Je les vois, peut-être en quart, les demi, Je les vois passer le premier tour. Ok. Face aux Warriors, vu ce qu'ils montrent en tout cas, franchement, ils mènent 2-0, donc ils peuvent passer le premier tour. Pourquoi pas un second tour avec un peu... Bah, tu sais quoi? Pourquoi pas créer la surprise? Allez, pourquoi pas la finale face aux Boston Celtics? La finale, gagner le titre, j'irai pas jusque-là. Non, j'ai dit la finale, j'ai pas dit les titres. Hein. Ouais, pourquoi pas, en vrai? Pourquoi pas? Mais soyons fous! En plus, à l'Ouest, voilà, l'Union Saint-Gilloise va gagner l'Europa League. Voilà, Ah oui, c'est ça! C'est exactement vraiment tu le compares même, avec Modric, c'est une très belle comparaison aussi, Sacramento Kings et l'Union Saint-Gilloise, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe. Okay. Tu vois, dans l'air. À Sacramento. Il y a quelque chose un petit ça peu se comme quoi. Au parc du Den, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Quelque chose dans l'air, quoi. Ce soir, c'est l'autopark. Ouais, c'est vrai. La différence près que je suppose que les Sacramento Kings pour les playoffs, ils peuvent toujours utiliser leur stade. Oui, c'est un peu clairement. compliqué pour l'Union quand on a vu encore vrai. qu'ils ont pu obtenir leur licence grâce au fait d'avoir loué le stade de Ostende. Hein. Ça, c'est quand même assez incroyable. Mais bon, voilà, la Belgique, encore une fois, un pays exceptionnel. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais on va y revenir justement par rapport au basket et la Belgique bientôt. On va passer à question pour un expert parce que je vois que le temps file. Ça fait déjà une belle demi-heure qu'on parle de basket. On a parlé, je pense, fait bien le tour de ce qui se passe et ce qui se passera en NBA Playoff. Bon, évidemment, pour la reste, vous le savez, hein, vous devez suivre Maxime sur Eleven. Il vous en dira encore des vertes et des pas mûres. Ça va être très sympa. Venez. Par contre, on est donc parti pour le question pour un expert avec un quiz spécial joueur européen évoluant en NBA. Il a révisé. Hein. Il a révisé. Ça veut dire qu'il est prêt et peut-être même qu'il va se faire surprendre par Thomas qui lui aussi a étudié. Lui, il a moi, étudié. j'ai révisé toute la nuit. Hein. Voilà, il est prêt. Je suis prêt là. Au taquet, je le bats 3-0. Bon, il y a effectivement 3 réponses possibles. Donc 3 réponses, ça veut dire que le premier arrivé à 2, il a gagné, mais on fait quand même la belle pour voir si tu arrives à le surpasser, à l'écraser. Il y aura pas de belle. Il y aura pas de belle. Donne-moi un espoir quand même. Fais-moi espérer un peu. Bon, allez. C'est ce que j'essaye de faire pour toi. Il me chauffe. Allez, on démarre tout de suite. Né à Sant'Angelo Lodigiano en Italie, j'ai aujourd'hui 34 ans. Passé par l'Olympia Milano avant de découvrir les USA. Absolument Danilo Gallinari, Boston Celtics. Encore un excellent joueur de basket. Ouais. Dommage, on l'a pas beaucoup vu, Danilo Gallinari, et pourtant ça aurait pu être un gros plus pour les Celtics, mais on l'a pas vu beaucoup. C'est ça, exactement. Je suis un basketteur italien qui joue avec la sélection depuis 2006. Passé par les Nuggets de Denver, j'officie aujourd'hui chez les Celtics de Boston. Après avoir joué 2 saisons chez les Hawks d'Atlanta, profitant de mon 2,08 m, je joue au poste de pivot, voire ailier fort. J'ai donc aujourd'hui 34 ans. Lui aussi, il fait le plaisir de l'Italie. Ça aussi, ça fait partie d'une des nations qui pourrait monter encore. Il y a de plus en plus d'Italiens, de bons jeunes Italiens en basket. Et franchement, quand on voit l'Euroleague, etc., c'est prometteur. De plus en plus d'Européens viennent et prennent justement la NBA par la main et montrent leur talent. Ah, mais l'Europe marche sur la NBA maintenant. C'est ça qui est fou, c'est qu'on est vraiment dans une ère où les meilleurs joueurs, on en parlait tout à l'heure, les 3 meilleurs joueurs pour le titre de MVP. Embiid, Jokic et Antetokounmpo. 3 joueurs qui sont pas américains. C'est vrai, ça, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que c'est trop... 2 Européens. Donc Giannis, tu pourrais dire, parce qu'il s'appelle Giannis, mais en vérité, quand t'as le nom de famille derrière, tu te dis, ah oui, il est grec. C'est ça. C'est un peu chaud. Ouais, c'est ça. Il a vécu aux États-Unis, mais 3 joueurs non américains. Et Embiid, il est quasiment européen, vu qu'il a sa nationalité française maintenant. Et pourquoi pas AJ Mitchell bientôt?
Et On pourquoi l'espère, pas on lui Edge, sait, on avec lui souhaite plaisir. à Edge, Ouais. bien sûr. Allez, on part sur la deuxième question. Né à Brunswick, en Allemagne, j'ai été drafté en NBA pour la première fois en 2013 par les Hawks d'Atlanta. International allemand depuis 2014, j'ai joué dans 5 formations différentes avant d'arriver, ou plutôt de retrouver les Los Angeles Lakers au départ de la saison 2022-2023. Donc, il joue aux Lakers cette saison. Ah, Dennis Schroeder. ok. Oui, bien joué. Oui. Là, t'as vu, j'aurais pas dû lui dire ça. J'aurais pas dû lui redonner le petit ouais, jus, parce là. que j'allais le trouver, moi. Ouais, c'est Ça certain. allait Eh, sortir. c'est là. fou. Il est en train de s'enfoncer dans le canapé, c'est abusé. J'avais Maxi Kleber en tête, j'avais les Wagner et tout ça, et je trouvais pas Schroeder, ok. Ouais, bah. Très américain, Schroeder, c'est difficile. Mais pourtant, ce qu'il fait pour la sélection allemande, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Élu dans le 5 majeur du championnat d'Europe Mhm. en 2022, tournoi où il a été chercher la médaille de bronze. Il a été aussi chercher un salaire de 2,64 millions de dollars à l'année en Californie, donc avec les Los Angeles Lakers. Grâce à ses exploits avec l'Allemagne du basket, il a aujourd'hui 29 ans. Ça aussi, tu le connais bien? C'est un basketteur que t'apprécies? Moi, je le connais. Je sais que Duke le connaît très bien. Ok. Dennis Schroeder, il est passé à côté d'un énorme Tout ce qui est contrat. Lakers, de toute façon, c'est du. Oui, voilà, exactement. Je Très pense que clairement. non, Schroeder, c'est un monstre du basket, très sous-estimé en Ok. NBA, mais estimé à sa juste valeur en Europe, et ça fait plaisir. 2-0. 2-0, peut-être y aura-t-il un 3-0. Le break. Il y avait pas de belle, il y avait pas la belle. On reste concentré, mon Thomas, il en reste une. Je te souhaite facile. vraiment de la voir. Sans moi, Tony Parker, Alors, je le trouve direct. Le début va t'inspirer. Né à Ixelles, dans la région de Bruxelles, en Belgique. Franck Tilikina. Bah ouais, mais j'ai même pas le temps de respirer. Eh oui. Insane. Les gars, On est NBA, on a le droit de parler en anglais, c'est insane. Ce mec est trop fort. J'ai jamais vu ça. J'ai même pas commencé. Faut quand même que tu me laisses aller au bout pour décrire. parce que- sorry. Voilà. Après, il y a aussi des gens qui nous regardent et qui nous écoutent, tu vois, en podcast et tout. Donc, on va parler bien sûr de Franck Ntilikina des Mavs de Dallas, Mavericks. d'origine rwandaise. Je suis pourtant international français. Ouais. Meneur d'un mètre 96. J'ai commencé ma carrière au SIG Strasbourg avant d'être repéré par les Knicks de New York qui me draftent à la 8e position en 2017, international français à 23 reprises, avec justement lequel j'ai déjà marqué 129 points. Je termine ma 2e saison consécutive avec les Mavs de Dallas, élu meilleur espoir de la Pro A. Avec Strasbourg en 2016 et 2017, j'ai été fait chevalier de l'ordre national du mérite en septembre 2021. J'ai aujourd'hui 24 ans. Effectivement, comment t'as fait pour aller si vite? Tu le connais très bien ou quoi? C'est ton XL. pote ou c'est comment? Non, XL, les joueurs non belges nés en Belgique, Les Belgicains. les Belgicains qui jouent pas pour l'équipe nationale belge, je les connais assez bien. Il y en a deux gros, hein. Il y a XL Tilikina et il y en a un qui est né à Bruges, D'accord. qui vient d'entrer au Hall of Fame. Tu le voulais, tu peux le dire du coup. Né à Bruges, Tony Parker. Né à Bruges. Ah oui. Ouais, mais bon, on est plus lui, il est vraiment très Ouais. axé français. Ouais, alors lui, que Ouais, je pense mais que c'est un Tilikina- autre né en Belgique. Et alors, c'est vrai, ça, j'avais oublié cette histoire. pour la petite anecdote, il y en a un autre qui est pas né en Belgique, mais qui a grandi en Belgique et qui joue pour l'instant pour les Bulls, c'est Nikola Vucevic, Ok. qui est un des meilleurs pivots de NBA, qui a été All-Star. On l'oublie un peu parfois en Belgique, c'est pour ça que je me permets de le souligner. Mais il est pas né Il en a son Belgique. passeport belge, Insane. il est à moitié belge. On a Incroyable. un joueur à moitié belge en NBA, Ah. les gars. Alors, Mais il est pas né en Belgique, c'est ça? Lui n'est pas né en Belgique, il vient du Monténégro. ça va nous permettre de te faire la passe décisive et pour en apprendre un peu plus sur toi, mon Maxime, parce que là, regarde un peu, tu nous offres des cadeaux exceptionnels. C'est des bonbons, donne, c'est des je chocolats pralinés, c'est fantastique, c'est des petits biscuits sucrés. On aime ça. Et surtout, je voulais te demander qu'est-ce qui t'a donné ce goût du basket, parce que waouh, t'es un ravagé, quoi. Bah, c'est marrant parce que j'ai commencé un petit peu, comme tout le monde, j'allais dire. J'ai joué au foot d'abord. J'ai beaucoup joué au foot et puis mon père est parti aux États-Unis et il m'a ramené un maillot d'un certain Kevin Garnett. Ok. Donc le Big Ticket, on en a parlé tout à l'heure, hein, le titre des Celtics, Kevin Garnett. Puis je me suis dit tiens, j'ai commencé à jouer à la console à NBA, j'ai commencé à acheter le 5 majeur pour les s'initier, donc c'est le magazine où il y avait les posters, les trucs comme ça. Et puis je me suis fait piquer quoi. Incroyable. J'ai commencé à jouer au basket, je me suis dit c'est quoi ce sport de fou? Vraiment où il y a du show, il y a du trash talk, Tu t'ennuies jamais tu avec peux le basket. flexer. Effectivement, t'as des goals, entre guillemets, des paniers tout le temps, donc il y a toujours de l'action. Ouais, c'est un sport, une fois qu'on est dedans, on est accro. Les Américains maîtrisent l'art du divertissement, hein, Thomas. Ah, mais C'est ça clairement, aussi qui t'a peut-être fait jouer au basket plus jeune. Non, honnêtement non, parce que le basket c'est venu tout seul, mais Ok. je détestais jouer au foot.
alors que j'adore le foot aujourd'hui, mais le jeu basket, vraiment le jouer, je le trouve tellement mieux que jouer au foot par exemple. Ah, c'est exceptionnel. C'est pas pareil, et le basket, ça va tellement vite, comme tu disais, c'est toujours, tu cours, t'es toujours occupé. Et au foot, bah, des fois, tu peux marcher sur le terrain, tu fais ta petite balade, et t'es tranquille. On se rend Mais pas basket, toujours compte, ouais. c'est tout le temps. Mais justement, alors avec ton métier, puisqu'on rappelle quand même aux gens que tu es journaliste général, sportif aussi Ouais. pour l'Even, donc on t'a déjà entendu commenter des matchs de football, notamment, tu es parfois derrière la caméra, tu fais des reportages et tout. Comment est-ce qu'on fait quand on a cette charge de travail en tant que journaliste et pour regarder les matchs la nuit? J'avoue que Bah c'est compliqué. C'est compliqué, voire impossible. Quand j'étais étudiant, c'était plus facile parce que bon, on pouvait sécher quelques cours. Faut pas le faire, les gars, mais du coup, je pouvais rester un peu éveillé un petit peu plus tard. C'est moins possible maintenant. Bah, on trouve d'autres manières. Quand on se lève, on regarde les notifs, on regarde les réseaux sociaux, puis on regarde les résumés. Et puis bon, il y a quelques matchs qu'on peut pas rater. Donc là, on se connecte sur le NBA Pass, et puis il y a les matchs sur Eleven, par exemple, Ouais. que je commente, et donc qui me permettent de suivre et de vivre les matchs en direct, surtout avec la communauté basket, avec des fins connaisseurs en Belgique. Donc ouais, c'est comme ça qu'on suit. C'est vrai que maintenant, ça s'est ouvert un peu plus. Il y a des matchs plus tôt aussi, vers 23h, je pense. Et on a Ouais, travaillé même 19h vers parfois. la NBA, ouais, c'est ça. Parfois, la NBA aussi a fait cette ouverture vers l'Europe qui est Ouais. intéressante, quoi. Heureusement. C'est important Donc parce que ça nous permet aussi d'avoir accès à ça. Et toi, ça te permet d'avoir des nuits moins courtes, quoi, aussi. Hein. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais. c'est plus intéressant. C'est clair. Ouais. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'intéresse chez un basketteur professionnel? Qu'est-ce qui fait que tu kiffes le basketteur? La première chose chez un basketteur, c'est sa mentalité. Ok. Les basketteurs, on en parlait, hein, ils doivent avoir une mentalité de gagnant, parce que il faut vraiment, t'es face à ton adversaire. Le terrain, il est petit. C'est pas comme au foot, tu peux pas te cacher. Donc si on le vise, tu dois être au basket, tu dois être à la fois un bon défenseur et un bon attaquant. Tu dois être prêt mentalement. Et là, il y a un mec qui est plus là aujourd'hui, qui s'appelle Kobe Bryant. Oui. Paix à son âme. Qui excellait dans ce domaine-là, dans cette mentalité. Il faut travailler tous les jours, faut avoir envie, faut être un mort de faim pour être un basketballeur professionnel, et c'est vraiment ça qui... Ça, tu le ressens qui sur le m'attire. terrain en tant que commentateur, tu le regardes, tu vois qu'un un basketteur est plus déterminé qu'un autre sur le parquet? Ah ouais, clairement. Ouais. Il y en a, ils sont là parfois, voilà, parce qu'ils sont bons au basket, parce qu'ils ont un don, et donc ils sont là aussi pour prendre l'argent, parce que ça reste un métier qui est très bien payé. Donc Ça. si t'es doué, bah fais-toi plaisir. Mais Stephen Curry, hein, le meilleur, l'homme le mieux payé. Le mieux payé maintenant, c'est Curry. Est-ce que c'est pas KD? C'est ce qu'ils avaient fait, en fait, quand ils ont dévoilé les C'est salaires possible. des footballeurs, par exemple, en disant qu'Mbappé était le footballeur le mieux payé. Ils avaient dit que Curry, en fait, était le basketteur le mieux payé. Et derrière, après, il y avait bien sûr les golfeurs, les tennismen, etc. Mais ils faisaient la comparaison avec le sport. Effectivement, Stephen Curry était arrivé en premier. Il y a des salaires de dingue. Il y a plus de 30 millions par an. LeBron, KD, Curry, ils se font plaisir, hein. Mais ouais, au niveau de la mentalité, tu ressens quand un mec est venu pour aller chercher sa bague. Je voulais te poser aussi une question. Alors, peut-être, Thomas, je sais pas si tu as peut-être une idée ou quelque chose que tu voulais poser comme question à Maxime avant. Il y a quelque chose qui te vient en tête? Moi j'avais une question en tête, mais malheureusement, il en a déjà parlé. Je voulais lui demander justement quel stade en NBA il avait déjà fait, et comment il ressentait l'atmosphère, parce que moi personnellement j'en ai fait aussi, et c'est exactement le même que Maxime justement. J'ai été aussi à Boston, mais c'était en 2011, c'était l'époque Parker, etc. J'avais été voir les Spurs, et j'avais été aussi voir un autre match, c'était New York face au Chicago. Et pour revenir sur ce que tu disais par rapport à l'ambiance, c'est vrai que à Boston elle est incroyable. Je me suis régalé. Et quand j'étais à New York, je me suis endormi devant le match. Tu vois, pour te dire. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord, à ce point-là. Vraiment. Ça dépend des matchs. Il y a des matchs où effectivement le Madison Square Garden, il y a beaucoup de j'étais très touristes. Aussi, donc, ouais. Mais c'est quand même une salle à faire, le Madison Square Garden. J'ai eu la chance aussi d'aller dans la salle mythique des Bulls. Ah oui. Pour un All-Star Game en 2019. Donc avec les meilleurs joueurs de NBA. Expérience exceptionnelle. Et puis maintenant, il y a des matchs à Paris. Il y a des matchs en Europe, parfois maintenant. À Londres, hein. Il y a eu des matchs à Londres, il y a des matchs à Paris. Et comme tu le disais, la NBA s'ouvre de plus en plus à l'Europe. Et ça m'étonnerait pas que dans les années à venir, il y ait de plus en plus de matchs NBA sur le vieux continent. Et donc là, il faut aller le voir, quoi. Ça doit coûter un bail, non?
Ouais, ça coûte. C'est là que c'est pas mal de sortir une accréditation. Ouais, c'est clair. C'est là que tu dis, ah ben, Eleven Sports. Ouais, voilà. Let me entrance. Thank you. Je voulais te poser aussi la question concernant l'équipe nationale belge. Est-ce que tu penses qu'on a au basket une capacité de revenir au plus haut niveau? Le plus haut niveau Mondial. Avec les meilleures équipes. JO au top. Wow. Donc se qualifier pour les JO ou la Coupe du Monde, oui. Faire un podium, pas tout de suite. Ce que les Belgian Cats font par contre. Si on Ouais. parle des équipes belges, attention, les Belgian Cats. Les femmes sont Puis t'as exceptionnelles. le 3 contre 3 aussi qu'ils ont fait une très belle Et ouais, prestation. il faut pas rigoler avec les Cats parce que elles ont été chercher une médaille à la Coupe du Monde quand même. Ouais. Donc ça, c'est pas rien. Pour parler des Lions, donc de l'équipe masculine, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est très très forte, qui joue un peu en Europe avec des très très grands joueurs comme Retino Bassoane, Manu Lecomte, Mitchell, qui va arriver aussi en équipe nationale. Il va être sélectionné, tu penses? Tu attends une sélection? Bien sûr, après ça dépend de ses choix de carrière à lui, parce que lui maintenant, vu qu'il est aux États-Unis, un peu comme Toumani Camara, quand on joue en NCAA ou en NBA, c'est pas toujours facile de venir en équipe nationale. Il faut parfois mettre sa carrière professionnelle en avant, donc c'est pas toujours facile, mais Quand il a un certain statut, comme par exemple, il y avait ce débat en France avec Tony Parker, ouais. on arrive à le faire plus facilement. Quand on a un certain Ouais, statut, voilà. quand on a déjà acquéri une certaine épaisseur dans le milieu de la NBA, etc., on peut le faire plus facilement. Là, lui, il arrive. Exactement, et surtout, s'ils viennent en équipe nationale, les gars, ils ont pas de vacances, quoi. Pas du tout, parce qu'ils vont finir la saison, après ils vont devoir venir en équipe nationale, faire les stages et tout ça. Ils vont devoir repartir ensuite en camp, donc c'est pas facile, mais on a une très très bonne équipe qui arrive avec des jeunes joueurs et des joueurs plus expérimentés. Un bon mélange pour aller chercher quelque chose. Ouais, pourquoi pas au JO et pourquoi pas la Coupe du Monde. C'est qui le plus grand talent? Je pense qu'on l'a vu tout à l'heure. Ouais. AJ? Je pense qu'Edge, là, il nous a pas encore tout montré. C'est pas pour rien qu'il est MVP. C'est pas pour rien qu'il a été nous chercher une March Madness. Sans lui mettre la pression, ce serait peut-être l'espèce de talent, un peu comme on avait nous en 2013-2014, où on sentait cette énergie avec Eden Hazard, avec Kevin De Bruyne, avec tous ces gros talents qui pourraient porter ensuite l'équipe nationale, nous permettre d'avoir des bons joueurs derrière pour créer une génération. Est-ce que lui peut nous aider à créer une génération de talents un peu plus exceptionnelle? Il a envie de parler, là. J'ai envie de le chauffer. T'as vu comment je le chauffe à fond? Là, je crois que tu lui mets la pression, parce que ouais, là, c'est le monde du basket, c'est un monde chaud. Okay. Et puis il y a déjà des monstres. Ouais. Retino Bassoane, c'est un monstre du basket, et il le prouve encore maintenant. Manu Lecomte aussi. Il y a Bako, t'as Van Wayne. Il y a des très bons joueurs. Dans les plus grands talents, je parle de Edge parce que c'est le plus jeune peut-être, Ouais. qu'on n'a pas encore vu et qui va éclore. N'oublions pas Toumani et n'oublions pas, j'ai envie de le citer, Vrens Blenberg, qui joue maintenant du côté d'Ostende, qui a pas été drafté, mais pour très peu. Tu nous vois vraiment aller loin, parce que tu disais non, pour aller chercher une médaille, par exemple, au JO, c'est pas possible, mais un quart de finale, dans un championnat d'Europe, ou ça, c'est pas possible non plus. Dans un championnat d'Europe, c'est Peut-être un possible. championnat d'Europe, ouais. Dans le championnat d'Europe, oublions pas qu'on a battu les champions au titre, on a battu les Espagnols. Ouais. On est la seule équipe à avoir battu les champions au titre, donc ça veut quand même dire quelque chose. Se qualifier au JO ou se qualifier en Coupe du Monde, ce serait déjà bien pour les Lions. On passe maintenant au super pari de la semaine. C'est le moment de Xavier. Il est tout au bout de la pièce, mais il va venir jaillir telle une lumière pour nous donner ses conseils. Effectivement, on reparle des NBA playoffs et tout de suite, c'est à toi la maman Xavier. C'est une équipe dont, moi j'ai envie de parler d'une équipe dont vous n'avez pas parlé, justement, c'est les Phoenix Suns, justement avec le retour de Kevin Durant. Ça fait genre plus ou moins une dizaine de matchs qu'il est revenu. Je crois qu'ils ont qu'une seule défaite depuis qu'il est revenu. Je pense qu'on peut peut-être les parier comme vainqueurs de leur conférence, c'est déjà bien. Je pense que ça devrait passer. Enfin, moi, je suis quand même assez confiant pour le vainqueur de la conférence Ouest pour eux. Après, si on a envie de prendre un peu plus de risques, pourquoi pas les vainqueurs finales? Parce que voilà, depuis que Kevin Durant est revenu, je pense que c'est plus du tout la même équipe. D'accord, pas d'accord, très rapidement. D'accord. Ok. Les Suns, je les vois bien aller en finale de conférence, ouais. Thomas? Rien à dire. Rien à dire. C'est magnifique. On va se laisser là-dessus. Mon Maxime, un grand merci d'avoir été présent dans ce magnifique clubhouse dédié au NBA Playoff. J'espère qu'on pourra se revoir très rapidement, etc., que vous pourrez y jouer ensemble au basket. Ça, voir je suis qui est chaud. le plus fort. Ça peut être pas mal. On va essayer de négocier une petite séquence extra. On verra si elle arrive ou pas. En tout cas, quant à vous, on vous remercie, bien sûr, comme d'habitude, pour votre fidélité. On se retrouve dès la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est un président
président de club, c'est Mehdi Bayat, pas Moji, Mehdi Bayat, le président du Sporting Charleroi, qui sera avec nous pour débattre des playoffs, tout simplement Europe ou Champions Playoffs. Charleroi, y sera-t-il ou pas? Et ma réponse la semaine prochaine pour le savoir. Ciao, ciao. Et salut toi, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube d'Unibet pour tous les épisodes d'Unibet Clubhouse et puis également sur Spotify, on est dispo en podcast. Alors n'hésite pas à nous écouter, on est là. Unibet Clubhouse, ça commence maintenant.